Est-ce que vous avez été courir pendant le confinement ? Jogging, running, course à pied, c'est le sport dont on parle le plus, bien sûr, depuis le début de la crise sanitaire et certainement encore pendant ce deuxième confinement. Alors, on estime que 13 à 15 millions de Français chaussent régulièrement leurs baskets pour aller courir, améliorer sa condition physique, perdre du poids ou encore doper son moral. Les motivations sont nombreuses. De plus, c'est une discipline qui a l'avantage d'être peu coûteuse et facile à caler dans son emploi du temps. Mais comment s'y mettre si ce n'est pas déjà fait? Comment éviter les blessures, protéger les articulations? Que faire quand on n'arrive plus à progresser? Est-ce une si bonne idée de courir alors que les beaux jours sont derrière nous? Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Justine Michon, qui est médecin du sport à l'Hôtel-Dieu, bonjour. Bonjour. Éventuellement le docteur Jean-Marc Sen, qui est médecin du sport, c'est ça? Mais c'est pas vraiment la course à pied, vous. C'est pas non. Mais bon. Et on est en ligne avec Jacques Dott. Bonjour Jacques, vous m'entendez? Oui, bonjour à vous trois. Merci. Alors, dans votre histoire, j'ai vu que à l'école, vous ne faisiez pas beaucoup de sport, mais que vous avez remarqué assez vite que vous aviez des prédispositions pour courir. Hein. Oui, c'est l'armée surtout. À l'armée. Au service militaire. L'armée. Ouais. C'est là qu'on se découvre souvent. Oui, et effectivement, vous étiez meilleur que les autres? Pas meilleur que les autres, non. J'étais bien, voilà, je courais vite. D'accord, et du coup, c'est devenu assez naturel et vous couriez beaucoup, souvent? Ah oui, oui, tous les jours, oui. Tous les jours. 8 km le matin, et après du fractionné. Et... On ne vous entend pas très bien. On va prendre quelques questions, on va essayer de rétablir un petit peu mieux la ligne. On nous demande quels sont les bienfaits de la course à pied sur l'organisme et la santé. Vous avez 2 heures. Il faudrait même beaucoup plus de temps. Hein. Les bienfaits sont vraiment multiples, tant sur la santé, chez les gens qui sont en excellente santé, que pour les pathologies chroniques. Donc après, c'est vrai que c'est difficile de vous donner plus de précision. Enfin voilà, on peut parler des maladies cardiovasculaires, on peut parler du bienfait pour les maladies type cancer, le diabète. Et après, dans la vie de tous les jours, pour tout ce qui est psychologique, le moral. Voilà, le contrôle du poids. C'est plus intéressant que la marche rapide, par exemple, ou c'est un équivalent? C'est un équivalent. Après, tout dépend un petit peu de ce qu'on recherche, la performance ou plus le bien-être. Après. Bon, très bien. Bon, alors, une autre question. Très bien, je corrige, mais très bien. Elle répond très bien, elle est parfaite. Doit-on porter un masque pour faire son jogging, nous demande-t-on? Alors, c'est une question un peu difficile. Je dirais que sur le plan médical, il n'y a pas de danger à porter un masque, puisqu'il ne va pas y avoir d'hypoxie, donc de manque d'oxygène dans le sang quand on court avec un masque. Par contre, ça évoque un petit peu des sensations d'angoisse, on va aspirer le masque, donc c'est vraiment très inconfortable. Donc voilà, je pense que c'est un peu à chacun de décider s'il veut ou pas courir avec un masque. Je me trompe, jusqu'au confinement, en tout cas, on avait le droit de ne pas porter de masque pour faire un jogging. Je ne sais pas si là, à partir d'aujourd'hui, les recommandations vont changer ou pas, mais en tout cas, jusqu'à présent, on pouvait. Voilà, on a le droit de faire du vélo avec, sans masque. C'était vélo et jogging, mais bon. Bon, la réponse est très bonne. Attendez, vous n'allez pas dire ça à chaque fois, on ne va pas s'en sortir. Voilà, comme je dis. Effectivement, c'est plutôt le gène, comme vous l'avez dit, hein, la gêne. Et puis, il faut penser à la sueur aussi. La sueur, souvent, ça va aller sur le masque, on va toucher son masque, donc on va faire des gestes un petit peu qui sont justement pas bons, puisqu'il faut éviter de toucher ce masque. Donc voilà, ça, c'est les éléments qu'on peut... Un masque humide, en plus, perd de son efficacité. Anne demande si on peut perdre du poids avec la course à pied. Alors oui, on peut perdre du poids avec la course à pied. Par contre, ce qui est très important, c'est d'adapter le régime alimentaire, parce que c'est surtout sur les efforts alimentaires qu'on va améliorer, perdre du poids. Et ce qui est important, c'est de courir très régulièrement. Pour perdre du poids, voilà, c'est 3 fois par semaine. L'idéal, c'est tous les 2 jours pour vraiment remobiliser les stocks de gras et pour que ce soit très régulier. Et longtemps, c'est-à-dire, ce qui est décrit, c'est plutôt plus de 30-35 minutes de course. Après, l'allure n'est pas obligatoirement très rapide, de l'endurance classique. Un footing, on pourrait dire tranquille, ça suffit. Mais ce qu'il faut, c'est que ça dure longtemps. Une autre question de Didier. Les coureurs à pied ont-ils plus de risques d'arthrose? A-t-on des statistiques? Alors, les risques d'arthrose, je n'ai pas les statistiques en tête. Par contre, il y a moins de risques d'arthrose. Si vous voulez, c'est le traitement de l'arthrose. C'est l'activité physique. Et après, au-delà d'un certain kilométrage
Effectivement, on peut y avoir de l'usure des articulations et du cartilage. Ça, c'est pour les marathoniens, quoi. Les marathoniens et ceux qui courent très régulièrement. Donc là, effectivement, ça peut augmenter l'arthrose, mais sinon, pour le sportif, comme on dit, tout venant, c'est plutôt un traitement de l'arthrose même. On nous demande comment courir de plus en plus longtemps. Et pour ça, on peut lancer un sujet, effectivement. Lancez, mon ami. Pendant le confinement, le nombre de pratiquants du jogging a explosé. Mais depuis mars, ceux qui ont continué à courir sont peut-être arrivés à une phase de stagnation que connaissent de nombreux coureurs. Alors comment faire pour dépasser cette phase ? Eh bien, rendez-vous sur une piste d'athlétisme avec Anaïs Plateau et Emmanuel Sica. Lasser ses chaussures et s'élancer, c'est tout ce qu'il faut pour courir. Mais existe-t-il des conseils pour dépasser rapidement le stade du jogging du dimanche? Salut Benjamin, alors toi t'es kiné, est-ce qu'il y a une bonne posture pour éviter toutes les blessures et améliorer ma technique de course? Oui, en effet, il y a une technique de course qui peut être plus sécuritaire pour toi dans ta pratique de la course à pied. Mais d'abord, on va regarder ensemble comment tu cours et qu'est-ce qui est le plus approprié pour toi. Allez, c'est parti. Me voilà lancé pour 3 tours de piste. Ce kinésithérapeute et spécialiste de la course à pied, il me filme pour pouvoir étudier précisément ma foulée. Il calcule aussi le nombre de pas que je fais par minute. Toi, sur ta cadence de course, donc le nombre de pas par minute que tu fais, tu es sur une cadence très faible. Tu es à 145 pas par minute. Et tu es également sur une attaque de ta foulée qui se fait par le talon, avec une amplitude pied-sol qui est très importante, la semelle qui est beaucoup relevée par rapport au sol, et une foulée qui est surtout loin devant avec une jambe tendue. Ça amène à créer un stress mécanique à la course, qui est principalement appliquée au niveau du genou, de la hanche, du dos. Et cette technique de course-là favorise les douleurs sur ces zones-là. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors pour éviter ces douleurs et améliorer ma technique de course? Alors ce que je te conseille, tout d'abord, ça va être d'augmenter ta cadence. Le 180 pas par minute, c'est aujourd'hui quelque chose qui est vraiment référence en termes de cadence sécuritaire en course à pied, car ça permet de diminuer tout simplement l'impact lors de la réception. Certains athlètes parviennent même à 200 pas par minute. Pour moi, ce sera 180 et pour être sûr que je m'y tienne, le kinésithérapeute me donne une astuce, courir avec un métronome. Essayez de faire un petit tour en essayant de maintenir cette cadence-là. Ok. C'est parti. Eh ben allez. Les résultats sont très rapides. Instinctivement, mon corps et ma foulée s'adaptent au rythme. Le kinésithérapeute termine sur un dernier conseil. Être progressif et ne pas courir sur de la douleur. Ne pas avoir de douleur après la course, le lendemain matin. Ça, ce sont des signes que notre charge d'entraînement est trop importante par rapport à notre capacité d'adaptation. Ces conseils sont applicables en solo, mais si l'on veut progresser rapidement, la bonne idée, c'est aussi de rejoindre ce groupe qui s'entraîne un peu plus tard sur la piste. J'ai stagné dans la course à pied à partir du moment où je faisais que des footings, pas de travail d'allure. Puis j'ai rejoint un club d'athlétisme qui m'a permis effectivement de progresser et de faire des séances de qualité. William, un des entraîneurs du club, m'attend pour une séance de fractionnés. Le but, c'est de travailler l'intensité et augmenter l'endurance. Mais d'abord, pour s'échauffer, on redécompose entièrement la foulée. Ici, voilà. Hop, je pousse bien, j'utilise mes bras, je regarde loin devant et on reste bien gainé, contracte, abdos, lombaires, fessiers. On passe ensuite aux choses sérieuses. En accélérant et en faisant de plus grandes foulées, William cherche à travailler sur ma VMA, ma vitesse maximale aérobie. C'est la plus petite vitesse de course à pied à partir de laquelle je consomme le maximum d'oxygène. On récupère lentement, voilà. Donc ça, c'est du fractionné, c'est ça? C'est ça, alternance entre course rapide et course lente. Et l'intérêt du fractionné, c'est? C'est de solliciter au niveau cardio, donc sur le cœur, donc à haute intensité, donc à VMA, donc à vitesse maximale aérobie, et alternance de phase où on est normalement sur la récupération à 50%. Pour pouvoir commencer à redescendre au niveau de la fréquence cardiaque, mais pas trop bas, pour pouvoir repartir. Et ce type d'entraînement, le fractionné, il faut le faire plusieurs fois par semaine, régulièrement. C'est quoi ton conseil? Alors moi, pour quelqu'un qui va s'entraîner 3 fois par semaine, il va y avoir une séance de fractionné court, donc AVMA, une séance d'endurance fondamentale et une séance, une sortie longue, mais surtout pas 3 séances d'intensité. Après autant d'efforts, il faut laisser au moins 48 heures à son corps pour récupérer. Des entraînements variés, réguliers et progressifs, c'est la clé pour s'améliorer en course à pied. Jacques, j'espère que vous m'entendez mieux là. Ça se passe mieux ou pas la liaison? Oui, ça va.
C'est bon, je vous entends. D'accord. Donc en fait, dans votre histoire, vous avez arrêté vers l'âge de 30 ans et repris à 55 ans. Repris parce que vous aviez envie? Ça vous manquait? Ben, oui, un peu, oui, beaucoup, oui. Et ça a été facile de reprendre ou pas? Ben, c'est là que je me suis aperçu que le cerveau, il fonctionnait bien, il sortait de beaucoup de choses. Et j'ai repris de suite. Voilà, ça. D'accord. Et avec les mêmes performances ou ça a été long à revenir? Alors, non, ça n'a pas été long. Non, ça n'a pas été long. Les sensations sont revenues vite. D'accord. Oui. Oui. Vous disiez Non, rien. Non, mais j'ai vu une photo, c'est pour ça. Ah d'accord, vous vous êtes vu en train de courir. On va reprendre des questions téléspectateurs? Et oui, alors on nous demande, j'ai entendu dire que l'abus de jogging est mauvais pour la santé. Pourquoi? Alors c'est un peu le même sujet dont on évoquait tout à l'heure. C'est vrai que c'est un sport d'impact, donc qui va peser sur les articulations. Donc si on dépasse, alors c'est difficile de vous dire un kilométrage, mais on pourrait dire 50, 60, 70 km par semaine. Ça commence à faire beaucoup de contraintes pour les articulations, notamment chevilles et genoux. Donc voilà, il vaudrait mieux marié avec d'autres sports, type vélo ou natation, si on veut vraiment faire du sport tous les jours. C'est une question de Frédéric qui a 50 ans. Il fait environ 45 km de course à pied par semaine. Il demande si c'est raisonnable. 50 ans, c'est... Je pense que ça. Après, il faudrait voir s'il n'est pas en surpoids, s'il n'a pas de problème morphologique. Donc, je dirais que c'est raisonnable, mais après, c'est difficile de... Une autre question, quelles sont les précautions à prendre avant de se mettre à courir? Se mettre à la course, vraiment, pas chaque jour, mais... Alors, tout dépend déjà de votre âge et de l'existence ou non d'une pathologie chronique. Si vous êtes, s'il n'y a pas de maladie, il faut commencer progressivement. Il faut acheter des chaussures, utiliser des chaussures de running, donc faites pour la course, et pas utiliser des vieilles chaussures. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Pas forcément de mettre un prix exorbitant, mais plutôt des chaussures neuves et plutôt neutres pour commencer. Vous pouvez y aller de façon progressive, une fois par semaine, puis deux, puis petit à petit augmenter. Peut-être des conseils si on a plus de 40 ans ou si quelques conseils. On peut dire que si par exemple si on a plus de 40 ans, il faut faire un bilan médical quand même préalable. Ça c'est quelque chose d'important. Avec au minimum un électrocardiogramme. Un électrocardiogramme et puis souvent une épreuve d'effort aussi. Voilà, alors après les recommandations, demandez l'avis de votre médecin et une épreuve d'effort, surtout s'il y a des facteurs de risque cardiovasculaire, notamment le tabac. Et pour les gens qui fument, on ne fume pas 2 heures avant, 2 heures après la course. Ça, c'est vraiment une règle qu'il faut respecter. 19,5 sur 20. On nous demande si on peut faire de la course à pied alors qu'on est diabétique. Vous allez nous donner des conseils, mais juste, Jacques, vous êtes diabétique, vous, depuis une vingtaine d'années? Oui, c'est ça, oui. De type 2. Hein. Oui, de type 2. Comment ça se passe? Vous prenez des précautions particulières, du coup, avant de courir ou pas? Des fois, je ne prends pas de cachet pour ne pas faire une hypo. Et autrement, je m'alimente bien, voilà. Et vous pensez que c'est important pour votre diabète de courir comme ça? Ah oui, c'est très important, oui. Très important. Mais je n'ai pas toujours ça dans la tête. Hein. Oui, non, je sais bien. Il y a des précautions particulières à prendre? Alors pour les gens qui ont un diabète de type 2 et qui ne prennent pas d'insuline, donc il y a faible risque d'hypoglycémie. Donc je dirais que vous pouvez courir. Au contraire, c'est vraiment excellent. Ça diminue donc la résistance à l'insuline, donc ça aide à réguler la glycémie. Pour les gens qui ont un diabète de type 1 et qui prennent de l'insuline, essayez d'y aller très progressivement et de contrôler le taux de sucre dans le sang avant et après le footing. Et de manger quelque chose de particulier avant ou pas? Tout dépend un petit peu de comment les gens ont l'habitude de gérer. Généralement, c'est des gens qui connaissent bien leur maladie, donc ils vont s'adapter. Il ne faut pas se lancer sur 2 heures d'un coup, mais vraiment progressivement et être un peu attentif aux sensations. D'accord. Donc ça, c'est important. On nous demande c'est Séverine qui demande si la course à pied est réellement néfaste pour les genoux et les hanches. Alors on estime qu'un coureur amateur sur 4 souffre ou a déjà souffert du syndrome de l'essuie-glace. C'est une douleur intense dans le genou qui empêche de continuer à courir. Nous avons rencontré Alexandre qui a consulté pour cela un podologue du sport. Un reportage de Benoît Lordelot et Farid Mahmoudi. Soulignons que ce reportage a été réalisé avant la crise sanitaire. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, vous arriviez pas à courir plus de 20 minutes. C'est ça, 20-25 minutes. Ouais. Et donc là, maintenant, vous arrivez à courir un petit peu mieux ou pas?
Oui, jusqu'à 45. Alexandre a découvert les joies du syndrome de l'essuie-glace il y a 3 mois. J'ai des pics qui viennent sur le genou droit. C'est comme si on me piquait avec un couteau sur le genou à droite et ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique et à la fin, c'est insoutenable. Vous allez vous mettre face au mur. C'est la 2e consultation de ce jogger chez ce podologue qui va réanalyser ses appuis et la morphologie de ses pieds, notamment à l'aide du miroir de ce podoscope. Le fait que vous ayez les pieds creux et les jambes arquées, en fait, c'est ça qui désaxe votre genou vers l'extérieur. Donc du coup, vous vous retrouvez avec la bandelette iliotibiale qui frotte. Cette morphologie des pieds d'Alexandre n'est pas grave et il n'aurait aucune douleur s'il ne pratiquait pas de façon régulière la course à pied. Sur un tapis bardé de capteurs, le podologue va maintenant examiner sa foulée et ses appuis. Donc là, en fait, ça me permet de voir la manière dont vous répartissez les appuis et les charges quand vous courez, de voir justement à quel point vous avez une attaque de la foulée qui est un peu désaxée. Et justement, cet effet de bras de levier au niveau du genou qui amène le frottement au niveau du syndrome de l'essuie-glace et de la bandelette iliotibiale. Ça vous permet de quantifier de manière très précise le type de foulée qu'il a et également la manière dont on va pouvoir compenser son type de foulée pour plus qu'il y ait de pathologie, pour le ramener vers une foulée beaucoup plus physiologique. Vous voyez la manière dont vos lignes de charge sont très à l'extérieur de vos chaussures quand vous courez. Et bien ça, c'est pas normal. Normalement, votre ligne de charge, elle devrait être beaucoup plus centrée et migrer beaucoup plus rapidement vers l'intérieur du pied jusqu'à prendre appui sur le gros orteil. À partir de ces données et d'un scan en 3 dimensions, le podologue va fabriquer et adapter des semelles orthopédiques aux pieds d'Alexandre. Je vais quantifier la correction nécessaire à mettre en place de la semelle orthopédique pour qu'on ait un effet quantitatif et qualitatif suffisamment bon et intéressant pour le patient pour compenser son trouble de foulée. Et en compensant son trouble de foulée, ça va tout simplement empêcher le mécanisme lésionnel du syndrome de la bandelette iliotibiale de se mettre en place. Et du coup, il va pouvoir courir sans douleur et sans difficulté. Après plusieurs séances de course pour se réadapter, si la semelle est parfaitement réalisée, les douleurs d'Alexandre devraient rapidement disparaître. Bon, on a pu voir là des ongles, une légère couleur marron sur les ongles. Voilà. Alors c'est pas obligatoirement une mycose. Hein. Il y a quelquefois des micro-traumatismes sur les ongles des coureurs et c'est probablement ça qu'il avait. Hein, probablement. D'accord. On nous demande s'il vaut mieux courir le ventre vide. On ne parle pas là des diabétiques. Hein. Oui ou non. Enfin, tout dépend un petit peu de comment vous avez l'habitude de vous entraîner. Ce qui est l'idéal, c'est de ne pas manger juste avant. On dit 2-3 heures avant. Si vous avez une course, vraiment, c'est 3 heures avant la course, notamment si c'est une course longue. Après, oui, il vaut mieux éviter de manger. Vous pouvez manger des encas, des choses comme ça. Surtout si vous courez en fin de journée. Amandes, des trucs comme ça. Hein. Amandes ou barres de céréales. Évitez les choses très, très sucrées. Plutôt quelque chose, un indice glycémique lent. Mais voilà. Oui, il faut éviter de manger trop longtemps, en tout cas trop fréquemment le ventre vide, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, c'est vrai, on brûle les graisses, mais on brûle aussi le muscle. Et donc à ce moment-là, à long terme, c'est pas très bien. Donc voilà, c'est exactement. Continuez pour les questions. N'est-il pas dangereux de faire son jogging en ville à cause de la pollution? Ah, très belle question. Rapport bénéfice-risque. Alors, de manière globale, les consignes qu'on pourrait donner, c'est qu'il ne faut pas courir en cas de pic de pollution. Surtout pour les populations fragiles, type les enfants ou les asthmatiques, ou les gens qui ont des pathologies pulmonaires, BPCO, choses comme ça. Donc il faut éviter de faire toute activité physique en extérieur quand il y a un pic de pollution. Quand on n'est pas en pic de pollution et qu'on n'est pas sensible, je pense à l'asthme à l'effort ou des choses comme ça, il vaut beaucoup mieux courir que de ne pas faire d'activité physique. Et en tout cas, le rapport bénéfice-risque est en faveur de l'activité physique et de la course à pied. On demande quel est le meilleur moment de la journée pour courir, plutôt le matin, le soir? Je dirais que ça dépend de votre emploi du temps. Sur l'organisme, il n'y a pas de différence. Certaines études montrent que du point de vue énergétique, c'est mieux de courir en fin de journée, entre 16h et 19h, je dirais. Après, l'important, c'est de courir. Donc, si votre emploi du temps vous permet de courir le matin, le midi ou le soir, allez-y. Une question pas très simple. Patricia, j'ai souvent des migraines le lendemain de séances de fractionnés. À quoi cela peut-il être dû? Comment y remédier? Ce qui me vient en premier, ce serait plutôt une déshydratation. Donc, je conseillerais à Patricia de bien boire. De boire, si possible, des eaux peut-être enrichies en électrolytes, de l'eau gazeuse, choses comme ça.
Franck nous dit qu'après un jogging, il a une libido débordante pendant 3 jours. Est-ce que c'est normal? Il dit que ça lui a coûté un 4e enfant. Il va être content, le 4e enfant. Hein. Bon. Est-ce que c'est normal d'avoir une libido débordante après un jogging? Je ne sais pas. C'est votre joker? Ouais, un joker. Vous avez peut-être une réponse? Bon, une libido débordante. Alors, effectivement, on modifie quand même. Il y a des modifications hormonales hein, lorsqu'on fait des efforts. Bon, alors effectivement, il y a des éléments euphorisants comme les endorphines, ça c'est vrai. Bon, peut-être que ça favorise là chez lui. Bon, voilà. Peut-être quelques endorphines. Mais c'est pour ça que je cours pas. Alors, Vous voulez pas de 4e enfant, c'est ça? Voilà, exactement. Jusqu'à quel âge peut-on raisonnablement courir sans risque pour sa santé, nous demande Frédéric. J'ai des patients qui courent jusqu'à plus de 80 ans. Donc je dirais qu'il n'y a pas d'âge tant qu'on adapte l'intensité, la durée des séances. Et il faut éviter de courir avec des douleurs. Donc ça, c'est vraiment très important. Je dirais qu'il n'y a pas d'âge limite, mais adapté à votre morphologie, aux douleurs. Tout dépend de... On nous demande s'il faut beaucoup boire avant de courir. Il faut être correctement hydraté. Donc l'idéal, c'est pas de courir juste avant, mais d'être bien hydraté. Donc buvez 30 minutes, 1 heure avant, ou tout au long de la journée. Et pendant la course? Et pendant la course, si vous avez des courses longues, l'idéal, c'est de boire quelques gorgées toutes les 20 minutes à peu près. Si vous avez une course, par exemple, d'1 heure, c'est pas indispensable de courir. Mais après, si vous avez des courses longues, là, il faut courir régulièrement, donc à peu près toutes les 20 minutes. En gros, il faut boire avant, pendant et après. C'est ça. Et après la course, voilà. De l'eau, bien sûr, une bonne boisson de l'effort, c'est exactement ça. La course à pied permet-elle de rester jeune plus longtemps? Si oui, comment, nous demande Harold. Je dirais que oui, puisqu'elle joue sur le plan physiologique, sur l'état osseux, sur le bien-être, le moral. Donc je pense que ça aide à rester jeune, oui. J'avais l'impression de faire passer un examen. Alors, ça va 19,5 sur 20. La mention très bien, la mention très bien. Entre médecins du sport, je me sens un peu bizarre là. Merci en tout cas beaucoup. Merci Jacques d'avoir témoigné. Lundi, on s'intéressera aux gens qui sont en permanence enrhumés. D'ici là, passez un excellent week-end. On se retrouve lundi. Bon week-end, Au Marina. revoir. Alain.